Mon bébé, ses petits pieds trop mignons. Oh, mon ventre, je sais pas si je vais le récupérer. Oui, maman est là, fais dodo mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche? Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostime, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, animé par Audrey Hetner. Bonjour à toi qui nous écoutes et bienvenue dans Si Mère, le podcast Féminin Bio qui materne les futures et jeunes mamans. Ici, on devient libre d'être la mère que l'on souhaite être. Si tu as décidé d'écouter cet épisode, toi enceinte, toi jeune accouchée, toi Wonder Maman, c'est que tu ressens déjà en toi cette force qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est que malgré tes moments de doute, tu sais déjà que tout est en toi pour offrir le meilleur à ton enfant. Mes invités sont toutes des mères exceptionnelles qui ont choisi de consacrer du temps à accompagner les autres dans l'une des plus grandes aventures de leur existence. Alors si vous doutez encore de votre puissance, mes invités et moi sommes là pour vous la révéler maintenant, au creux de vos oreilles. L'équipe Féminin Bio est heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire Biostime, spécialiste du lait infantile bio Made in Normandie. Merci à Biostime de proposer aux parents des produits sains pour bébés alliant science et nature. Si, mère, l'invité du jour. Alors les sautes d'humeur, la libido fluctuante, les dents qui s'abîment, les fuites urinaires, les hémorroïdes pendant la grossesse, puis la déchirure vaginale, les crevasses au mamelon, les couches pour les pertes de sang, voire même la dépression après l'accouchement. Autant de tabous qui taisent la souffrance des nouvelles mères. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on fait avancer en gardant ça secret? Avec mon invité du jour, on a choisi de vous en parler, pour les faire tomber, ces tabous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Fleur Godard, une femme au parcours singulier. Elle a grandi dans une ferme avicole en Dordogne. Là, au milieu des poulets, elle a voulu faire du théâtre, contre l'avis de son père qui menait l'entreprise familiale. Un jour, elle s'est mise à l'aider au marché. Elle a rencontré des vignerons et monté sa boîte, vin et volaille. Aujourd'hui, elle est mère de 2 enfants en bas âge, entrepreneur dans un milieu plutôt masculin au sein duquel elle s'est fait une place grâce à une volonté sans faille. Et récemment, et nous en venons au fait, avec son amie Justine Saint-Lô, elle a publié une BD sur l'accouchement. Ça s'appelle « Accouche », tout simplement. Et ça parle de tout ce qu'on ne nous dit pas, justement. Bonjour Fleur, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, ça va super bien, comme une femme libre pour la première fois depuis 3 mois. C'est extraordinaire. J'étais confinée avec mes 2 enfants H24. Et donc tu viens de les laisser pour la première fois. Je viens de leur dire au revoir ce matin pour 4 jours. C'est vraiment c'est un très drôle de sentiment. Eh bien, merci de consacrer ce déconfinement parental à venir enregistrer cet épisode de Si Mère. Ça me fait très très plaisir. Alors, Fleur a énormément de choses à vous partager aujourd'hui. Aussi, je vous propose de vous laisser porter par les messages forts et les paroles réconfortantes qu'elle s'apprête à nous livrer. Maintenant, dans Si Mère. Si, mère, le partage. Alors, bienvenue Fleur dans cet épisode et où on va parler des tabous de mère. Alors, tu es l'auteur avec Justine Saint-Lô d'une BD sur justement les tabous liés à l'accouchement. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure et qu'est-ce qui vous a guidées toutes les deux vers ce projet ? Alors, c'est comme toutes nos BD, c'est le fruit d'une amitié, mais je vais commencer sur le titre. Accouche, point d'exclamation, c'est vraiment lancé comme une ultime injonction et c'est rentré dans le langage commun depuis... on entend ça depuis toute petite, en fait. Ouais, quand on veut dire, vas-y, dis ta phrase, en fait. Oui, oui, oui. Bah, accouche, ou je sais pas, accouche, démarre, bon. Et ça en dit long, en fait. C'est-à-dire qu'on a tellement banalisé et violenté ce moment que dans l'imaginaire collectif, c'est devenu rien. Et on voudrait que ce livre soit vraiment comme un bouclier contre toutes les injonctions qui jalonnent le parcours des femmes. On a quand même bien intériorisé, je pense, quand on arrive en âge de faire des enfants, qu'on était là pour le confort de tous.
Faire en sorte que l'espace soit agréable, que le linge soit propre, que la nourriture soit prête. Enfin, il y a quand même tout ce truc-là qui est en nous, même si on se bat chacune à notre manière contre ça. Mais la maternité, c'est vraiment le summum absolu de l'appropriation de nos corps par la société. Et ça commence avec l'injonction d'avoir des enfants. Après, on fait... aussi du malaise qui plane autour de celles qui choisissent de ne pas en avoir. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Ouais, la première injonction, on n'est même pas enceinte, en fait. Oui, voilà. C'est cette espèce de mythe de l'horloge biologique qui n'existe pas. Hein. C'est vraiment pas un scoop. Mais enfin, voilà, ce truc de rentrer dans le moule et de faire ce pourquoi on existe, en fait, finalement. C'est notre ultime mission. Donc il y a ce voisin qui vous a jamais adressé la parole et qui tout à coup vous touche le ventre. Il y a ces gens dans le bus qui vous disent comment vous tenir ou pas vous tenir. Enfin, c'est vraiment hyper intrusif. Et tout d'un coup, on devient un sujet public, en fait, étonnamment. Ouais. Et tout le monde a un avis et ça s'arrête jamais jusqu'au moment où les enfants s'en vont. On reste une mauvaise mère à tout jamais, quoi. Alors, il y a toujours des gens qui ont un avis sur ce que mangent vos enfants, sur comment ils se tiennent, voilà. Alors, est-ce que on reste une mauvaise mère ou c'est juste le fait d'être mère qui fait que... Parce qu'on peut avoir aussi des choses positives, peut-être, qui nous sont dites. Ouais, en général, malheureusement, c'est plutôt les critiques qui ont tendance à se manifester. Enfin, c'est rare qu'on vienne me dire bonjour, félicitations, c'est vraiment extraordinaire la manière dont vous vous comportez avec vos enfants. Enfin, c'est vrai que jusque-là, ça, on le dit pas. Voilà. Enfin, tu peux avoir des clins d'œil d'autres mères, en fait, en l'occurrence, qui vont se dire tiens, elle est dans une bienveillance que je partage et que je soutiens, mais voilà, c'est rarement le passant. Enfin, voilà, avec Justine, on a beaucoup travaillé ensemble pendant que j'étais enceinte. Tout le processus des précédentes BD, j'avais un bébé soit à l'intérieur, soit en porte-bébé. Oui, parce que vous avez fait ensemble 2 autres BD, c'est ça, sur le vin, justement ? Sur le vin. Ouais, on n'en a pas parlé au début. Mais c'était bon, voilà, c'était un peu ce qui nous a permis de nous autoriser à dire qu'on fait de la BD, finalement, et à se lancer dans un domaine qui n'était pas celui de notre spécialité. Et finalement, quand tu peux plus boire, tu t'es dit on va faire une BD sur l'accouchement. En fait, boire, alors ça c'est aussi une énième injonction, mais moi je me suis jamais vraiment, j'ai jamais vraiment fait cas de ces interdictions, de ces obligations. Ce qu'on a réalisé avec Justine, c'est qu'en mettant bout à bout toutes les recommandations et toutes les obligations qu'on a en tant que femme enceinte ou mère allaitante, en fait, on reste pétrifié dans un lit et on ne fait rien. Et encore même ça, ce ne serait pas tout à fait autorisé parce qu'il faut quand même bouger dans une certaine mesure, un peu mais pas trop. Enfin, voilà, c'est vraiment un moment de notre vie où la maternité en général, où on est offert à toutes les critiques et tous les conseils, alors qu'en fait, on n'est vraiment pas du tout équipé pour les recevoir. Enfin, généralement, on est des sortes de bombes d'hormones ambulantes et on peut avoir une sensibilité qui n'est pas du tout prête à recevoir des trucs qui tombent de nulle part comme ça, à tout bout de champ. Donc juste quand c'est pas le moment, c'est là qu'on nous déverse tous ces conseils qui sont intenables de toute façon, puisqu'ils se contredisent les uns les autres de toute façon. Oui. En fait, au Japon, on ne va pas dire aux femmes de ne pas manger du poisson cru, par exemple. En France, alors on leur dit de ne pas manger de lait cru ou de saucisson. Enfin, mais culturellement, les interdits, ils évoluent beaucoup. Et en fait, je pense que la seule vraie solution, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et de vivre sa grossesse comme on le sent et d'être à l'écoute de son corps. Parce en fait, on sait déjà tout. Et il n'y a vraiment pas besoin de se laisser, de rester dans cette vulnérabilité dans laquelle on nous met a priori. Alors justement, dans la BD, vous avez choisi de représenter ça d'une certaine manière que tu peux peut-être nous décrire. Alors, on a décidé vraiment de traiter ce sujet en BD parce que d'abord, sur le plan graphique, c'est un sujet qui souffre d'une absence totale de représentation.
On a à peine des représentations de la grossesse ou du nouveau-né, mais ça va être toujours très onirique et très stylisé. Et en fait, c'est pas ça, accoucher. C'est intense, c'est parfois violent, c'est en tout cas toujours très cru. Il y a des taches, il y a du sang, il y a des placentas, des cordons ombilicaux. Et ça n'existait pas dans l'univers des seins. Donc on a eu envie de le faire exister de la manière la plus crue et la plus brute possible. Et en fait, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Il y a un énorme tabou qui est posé sur cette représentation graphique. On est tous nés, en fait. On sort tous vraiment du ventre de nos mères. Souvent par la vulve, bon, parfois par le ventre, mais en tout cas, c'est une représentation qu'il est vraiment urgent de banaliser. Et on a eu d'ailleurs un grand moment de solitude quand on a présenté la couverture à l'éditeur qui nous a fait un retour. On avait fait 4 ou 5 propositions graphiques vraiment sur le plan le plan factuel de ce qu'on voulait montrer. Et tout le monde nous disait non, mais en fait, c'est violent, c'est agressif, c'est douloureux. C'était vraiment perçu comme quelque chose d'insupportable. Donc au final, c'est quoi que vous avez choisi de représenter sur la couverture? Donc on est tombé d'accord sur un entre-deux, c'est-à-dire c'est pas tout à fait le bébé qui sort, c'est pas tout à fait un ventre rond, mais on est sur une représentation du cordon ombilical qui traverse le bouquin de la couverture de part et d'autre, avec d'un côté un bébé et de l'autre un placenta, mais caché dans les revers du livre. Ah oui, d'accord. Vous avez trouvé un accord là-dessus. Mais parce qu'après, il y avait parmi l'équipe de commerciaux de Marabout des gens qui étaient engagés, féministes, concernés par la question, et qui nous disaient non, mais en fait, les filles, là, vous allez perdre du monde parce que les libraires vont pas assumer et ils vont cacher le bouquin et ils vont considérer que c'est une sorte d'atteinte à la pudeur et on peut pas montrer, la société n'est pas prête à ce qu'on lui mette ça sous le nez. C'est intéressant parce que finalement c'est un sujet sociétal qui émerge là en fait. Ouais. Et c'est vraiment, ça a été vraiment très très dur et très très long. Je suis assez contente qu'on ait réussi à tous tomber d'accord, mais c'était pas gagné. Mais rappelons que les libraires aussi sont nés, voilà. Ils sont sortis du ventre de leur mère. Et donc, oui, justement, par rapport à ces accouchements, quel est le message que vous voulez passer à travers cette représentation graphique de l'accouchement? D'abord, donner plusieurs points de vue, plusieurs expériences de la naissance. Souvent, on a des livres qui sont pro-accouchement naturel ou pro-médicalisation, mais qui vont rarement donner la voix à toutes les expériences en même temps. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment pas du tout porter de jugement, parce qu'en fait, encore une fois, on est tellement sous le poids des injonctions permanentes que ça suffit comme ça. En fait. Il faut quand même, à un moment donné, pouvoir donner une boîte à outils aux futurs parents qui doivent être en mesure de construire leur projet de naissance par rapport à leur intimité, à leur personnalité, et ça sans aucun jugement. Et tout le monde peut pas. Il y a une infinité de possibilités de projets de naissance, et tout le monde ne peut pas tout faire. Enfin, il y a quand même vraiment, en fonction de la personnalité et de la psychologie de chacun, je pense que c'est très important de respecter les choix qui peuvent être faits. C'est un message sur la liberté, finalement. Oui, complètement. Et aussi sur les différentes formes de parentalité et sur toutes ces modalités-là. Parce que c'est pas forcément qu'un papa et une maman. C'est pas toujours un couple. D'ailleurs, on peut aussi faire ça toute seule. Et voilà, on voulait vraiment essayer de proposer un éventail le plus large et le plus complet possible. Alors, évidemment, c'est pas exhaustif. Et on a quelques regrets. J'aurais voulu qu'on parle des doulas, par exemple. On n'a pas réussi à le faire. Mais on a essayé de recueillir des témoignages qui soient les plus variés et les plus riches et complémentaires possibles. Et dans l'idée de libérer la parole de chacun, autant sur des expériences ultra puissantes et ultra joyeuses, autant sur des choses plus violentes et plus tristes, plus traumatiques, et qui ont vocation à être un petit peu
à être un petit peu thérapeutique quand elles sont partagées, parce qu'on se dit, en fait, en entendant une parole qui résonne avec sa propre expérience, on est un peu plus en mesure d'être en paix avec ça et de le normaliser, encore une fois. Alors justement, je propose qu'on fasse cet exercice de libérer la parole en quelques minutes. Là, avec toi, en justement parlant de ces tabous autour de l'accouchement, la grossesse, d'abord la grossesse d'ailleurs, l'accouchement et puis après le postpartum. Alors par exemple, si on commence par l'accouchement, quels sont selon toi ces tabous et comment on peut les dépasser ? Il y a un tabou du rapport au corps, la connaissance de soi-même, de son anatomie. Moi, alors, je ne suis pas vraiment là pour parler de mon intimité, mais j'ai pas reçu vraiment d'éducation sexuelle et je pense qu'on est plein dans ce cas-là. Il y a vraiment un... Oui, moi non plus. Si, on est là pour parler de nos expériences personnelles. Ça va peut-être résonner. Il y a vraiment une très très grande lacune, je pense, au niveau éducation nationale, en fait, parce que tous les parents ne sont pas à même de prendre ça en charge. Et c'est pas 2 cours de SVT quand on a 14 ans qui vont solutionner ce problème. Et voilà, je pense que c'est aussi en normalisant ces questions-là dans les médias. Voilà, tout le monde dessine sur un mur ou sur un tronc d'arbre une bite, une vulve. C'est plus compliqué, en fait. C'est vrai, oui, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble finalement. Non, donc ça commence par l'anatomie et comment tout ça fonctionne, l'utérus, le col de l'utérus, le périnée. C'est quand même... On a la chance d'être propriétaire d'organes qui passent de 5 cm à 5 kg. C'est quand même extraordinaire. Et donc... permettre aux gens de se réapproprier un peu cette partie d'eux-mêmes qui est plutôt invisible. Préparer les pères, ou en tout cas les conjoints, puisque ce n'est pas toujours des pères, mais il y a quand même encore un gros problème au niveau de la représentation de la masculinité en France. Et ce fameux gentleman, dragueur, en fait, c'est pas hyper sexy de s'occuper de son nouveau-né, d'aller faire des cours de préparation à la naissance et d'être dans une attention, dans une délicatesse de tous les instants au retour de la maternité. Et c'est plutôt la place traditionnellement du chasseur-cueilleur qui va bosser, qui ramène de quoi et qui ensuite quand même éventuellement aimerait bien être un petit peu pris en charge parce que en fait, toi, tu es chez toi, tu t'es occupé de ton bébé, ça va, c'est cool, t'as rien fait, quoi. C'est quand même... On n'a pas encore dépassé ça. Non, il y a un gros... dans plein de pays d'Europe, les pères ont 3 ans de congé maternité, en fait. De paternité. Dans plein de pays ? Dans plein de pays. En Suède, en l'occurrence, c'est hyper... En Allemagne, ça devient plus facile aussi, en Hollande. On n'est pas très en avance, quoi. Alors, d'autres tabous. On est là pour tout. Allez, on raconte tout. On raconte tout. Alors, il y a quand même un énorme refoulement au niveau de la maternité. On a cette injonction à avoir une super carrière, à être des femmes libres et indépendantes, et c'est super qu'on ait le droit de travailler. Merci beaucoup, les gars. En revanche, arriver devant ses collègues et annoncer une grossesse, il y a toujours souvent beaucoup d'appréhension autour de ça, et même quand on est indépendant, en fait, c'est pas évident de prendre ce temps-là parce que la société nous permet pas vraiment de le faire en confort. Donc on se réveille vite à 8 mois avec un ventre énorme, en ayant vaguement une inscription dans une maternité, et il n'y a pas vraiment de place pour cette question de la préparation. Et finalement, la conséquence de ça, c'est qu'on va beaucoup subir les équipes qu'on va rencontrer par l'entremise du hasard. Mais si on n'a pas vraiment pris le temps de se renseigner et qu'on n'a rien préparé, je ne suis pas du tout dans un truc de culpabilisation, attention. Mais c'est prendre un grand risque que de s'en remettre à la chance, en tout cas. Et tout est fait, je pense, dans les médias pour minimiser l'impact des choix qu'on pourrait faire en connaissance de cause. Et il y a tellement de possibilités, encore une fois, que je crois que c'est vraiment se donner la chance de vivre un moment sublime. Parce que finalement, le
le tabou, il va être aussi là-dessus, sur l'incident médical ou sur l'idée qu'on peut avoir d'un bon ou d'un mauvais accouchement. Il y a plein de femmes qui portent en elles ce truc comme un échec et qui restent dans cette tristesse, et tristesse que va partager évidemment l'enfant. Et c'est vraiment pas une bonne idée, en fin de compte. Et c'est ce qu'on a vu au fil de notre enquête, vraiment la condition fondamentale du bon vécu de l'accouchement, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est la seule chose qui compte. On peut avoir un dossier médical super compliqué avec vraiment des choses qui paraissent assez tragiques, et finalement un très très bon vécu, et des parents qui sont hyper heureux et qui ont le sentiment d'avoir été bien accompagnés à travers ces expériences-là, parce qu'ils avaient une relation de confiance et qu'ils avaient choisi l'équipe avec laquelle ils allaient... La préparation primordiale, oui. Voilà, qu'ils avaient en tout cas placé leur confiance dans l'équipe qui les accompagnait. Et à l'inverse, il y a des dossiers qui, sur le papier, ont l'air hyper simples et qui, en fin de compte, sont des vécus tragiques, parce qu'il y a une grande solitude, une incompréhension totale et du coup une grande violence plutôt psychologique. Et en fait, on rappelle que l'accouchement, c'est quand même une histoire d'hormones, et les hormones, avant d'être synthétisées, elles sont produites par le cerveau, donc c'est vraiment pas un scoop que le psychologique est hyper important dans tout le processus de la naissance. Donc ça, gros tabou de voir réussir son accouchement et dans certaines conditions. On est dans c'est-à-dire que le patriarcat a aussi réussi ça. Il a renversé le truc. Tout à coup, on a eu le droit vaguement de commencer à remettre en question le processus. Et maintenant, du coup, ça devient une obligation. Il faut que ce soit réussi, il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit physiologique ou médical. Mais en tout cas, tout le monde... c'est rare, je trouve, d'entendre des professionnels de la naissance qui ne seront pas du tout dans le jugement et qui vont vraiment donner leur place à tous les... qui vont avoir une approche bienveillante, en fait, du projet de naissance, quel que soit le profil. Et ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents, mais ça passe aussi peut-être par avoir une personne de confiance comme une sage-femme qui peut nous suivre et qui nous connaît tout au long de la grossesse et qui peut être là peut-être à l'accouchement. Alors, un autre méga tabou, vous en avez un peu parlé dans le premier épisode, mais la place des sages-femmes. En fait, moi, j'étais pas au courant, avant d'être enceinte, que les sages-femmes, elles existaient d'abord en dehors du processus de la naissance. Moi non plus, je te rassure. Voilà. Donc, bonjour. Ah bon ? Ah, vous me demandez mon avis. Vous me demandez si je suis prête à expérimenter un toucher vaginal avec vous. Merci beaucoup. Je ne savais pas que c'était possible qu'on me demande mon consentement. Voilà. Il y a cette notion-là. Ouais. Donc c'est quand même assez fou. Et en dehors du fait que ce sont des femmes, pour la plupart, alors c'est peut-être un peu, pardon, les quelques hommes sages-femmes, et c'est super que vous fassiez ce métier, et vraiment, il faudrait que vous soyez plus nombreux, c'est top, mais... Je trouve que dans l'approche, en tout cas obstétrique traditionnelle, c'est que de la pathologie. Et les jeunes filles qui vont se faire suivre par l'obstétricien de famille, parce que elles s'en remettent à l'expérience de leur mère qui elle-même avait été suivie, et que c'est comme le médecin de famille, en fait. Il y a une espèce de tradition du suivi familial. Ok, super. Néanmoins, avoir 3 mois d'attente pour un rendez-vous, pour une simple visite de contrôle qui, en fait, n'a vraiment même pas lieu d'être dans un suivi normal, c'est quand même un peu dommage. Alors qu'à côté de ça, il y a des sages-femmes qui sont, je trouve, des vrais partenaires de la féminité et qui ont du mal à se remettre de la grande chasse aux sorcières, quoi. Je fais des raccourcis un peu audacieux, mais c'est quand même vraiment ça. L'histoire de l'obstétrique, ça commence... c'est d'abord une histoire d'homme. Tout à fait. D'ailleurs, c'est dans cette optique-là que sont formés aussi les obstétriciens à la faculté. En fait, il n'y a pas vraiment je pense qu'il n'y a pas tellement de cours autour de vraiment l'accouchement. C'est plus toutes les pathologies qui sont liées à l'utérus, etc., qui sont prises en compte.
Voilà, la technique, la pathologie, la médecine. Alors, c'est super d'avoir des gens qui sont capables de sauver un nourrisson, enfin même un bébé prématuré de 500 grammes. C'est une prouesse technique extraordinaire et tant mieux que ça puisse être possible. Néanmoins, l'immense majorité des grossesses se passent très bien et des accouchements avec, et il n'y a pas de raison d'être dans une approche pathologique de la question, parce que ça amène une forme d'inquiétude de tous les instants. Avoir ce prisme de la pathologie, c'est vraiment considérer qu'a priori, on est là pour l'empêcher, alors qu'en fait, si on prend le truc à l'envers et qu'on se dit, on va accompagner un processus physiologique qui est a priori merveilleux, et vous avez le droit de ne pas vous sentir bien, d'avoir des coups de mood, c'est pas du tout la question, mais juste ce qui est merveilleux, c'est ce dont le corps est capable. Créer un être humain. Voilà, c'est juste, prouesse technologique, excusez-moi, mais c'est vraiment une forme de magie. Donc il y a quand même une vraie révélation. Pour moi, il y a un tabou autour de l'existence des sages-femmes et au niveau des possibilités qu'elles ont légalement. C'est encore très très compliqué. Le tabou de l'accouchement à domicile, par exemple, qui empêche la sage-femme libérale de l'accompagner si elle le souhaite. Oui, elles n'ont pas le droit aujourd'hui en France. Alors, il y a un vrai problème d'assurance. D'assurance, voilà. C'est très simple. C'est une espèce de coalition de toute la profession des assureurs qui réfute complètement, mais qui néanmoins s'est aligné sur un forfait annuel qui est autour de 22 000 euros par an, sachant qu'une sage-femme, elle va gagner 500 euros par accouchement. Enfin, facturer 500 euros par accouchement, donc gagner en fait beaucoup moins, c'est impayable, c'est un tarif complètement exorbitant. Et c'est pas un exploit de pouvoir assurer cette pratique, puisque c'est le cas encore une fois, de nombreux pays voisins. La Hollande notamment. La Hollande et la Belgique. Et bon, donc tout ça, c'est quand même vraiment. J'ai l'impression qu'en tant que futurs parents, on est vraiment mis dans la place d'un patient et d'un consommateur. Et c'est interdit, en fait, de s'écouter, de se faire confiance et d'être davantage dans l'intuition que dans l'obéissance et la consommation. On vous infantilise énormément, on vous répète. Alors d'autant plus quand il y a effectivement de la pathologie, en cas de grossesse multiple, ça va être tout de suite une armada de médecins, de visites, de contrôles qui ne seront pas efficaces pour autant, parce qu'ils sont quand même dans une espèce de rythme de consultation qui fait que, malgré tout, dans le quotidien, il y a une très grande possibilité d'erreur. Et c'est pas se protéger soi et son enfant ou ses enfants que d'être dans ce système-là. Donc non, vraiment, écoutez-vous. Faites-vous confiance. Oui, faites-vous confiance. Enfin, vous êtes capable de faire des merveilles. Des merveilles, d'ailleurs. Voilà, absolument. Voilà, un prochain titre de podcast. En tout cas, on est tous à la recherche d'intensité d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Il y a vraiment, il y a des gens qui font des tas d'exploits sportifs. Personnellement, moi, j'ai accouché 2 fois, j'ai produit 2 êtres humains, et vous en êtes où ? C'est vraiment ça. Il y a quand même un truc absolument époustouflant dans la capacité qu'ont les femmes et toutes les personnes dotées d'un utérus de faire des enfants. Voilà, il faut reconnaître ça et les remercier pour toujours. Voilà, c'est parfait. C'est pour ça qu'on a intitulé Cimer le podcast. Alors, maintenant qu'on a bien parlé de l'accouchement, il nous reste quelques minutes pour parler du postpartum, cette période donc qui suit la naissance du bébé et qui est elle aussi couverte d'injonctions et tabous qui l'entourent. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Fleur ? Alors, je pense que le postpartum, c'est cette fameuse dépression du postpartum, parce que c'est ce qui vient tout de suite. Quand on dit postpartum, on pense à dépression. Enfin, c'est vraiment ces 2 mots qui vont ensemble. Depuis les années 70, je pense, il y a un vrai truc. En gros, à partir du moment où toutes les femmes travaillent et où, du coup,
elle se retrouve dans une solitude de facto à la maison parce qu'il n'y a plus cette tribu de femmes autour de grand-mères, de tantes, de cousines. On vit chacun chez soi dans son logis urbain, avec une grande proximité avec les voisins, mais néanmoins dans une solitude très très grande. Et encore une fois, les sages-femmes et la merveille de leur accompagnement, c'est complètement remboursé. On peut aussi bien qu'on va choisir de faire une préparation à la naissance, on peut demander un suivi postpartum. Et oui, même si on est passé par un parcours classique, finalement, on peut appeler une sage-femme juste à la naissance et dire venez chez moi. Il n'y a aucune difficulté. Voilà. C'est extrêmement simple. C'est aussi simple que d'aller suivre des cours de préparation à la naissance. C'est juste. Et d'ailleurs, c'est souvent assez chouette de faire ça avec la même sage-femme parce qu'on la connaît déjà et qu'il y a un lien. Et même si, moi-même, pour le coup, j'ai vraiment une grande propagande à faire en faveur de l'accompagnement global, c'est tout à fait possible d'accoucher dans un parcours très, très classique hospitalier et d'avoir ce confort de la préparation et de l'accompagnement postpartum, plutôt que d'aller à la PMI avec un nourrisson minuscule et de s'exposer en fait à des pseudo-expertises médicales de gens avec qui on n'a créé aucun lien. On est quand même dans un moment d'une très très grande fragilité. On parle souvent d'un 4e trimestre et dans plein de cultures différentes, il y a cette globalité en fait de l'année, des 9 mois de grossesse et des 3 premiers mois de vie, où la mère et l'enfant sont encore dans une fusion absolue. Il est sorti, mais il est encore complètement... Il fait partie d'elle et lui-même, il n'a pas conscience qu'il est une personne différente. Donc tout ce qui est infligé à la mère en termes de tristesse, de violence, toutes les petites difficultés du quotidien qui peuvent advenir d'un point de vue matériel, en plus de la fluctuation et de la sensibilité hormonale, elles peuvent occasionner des choses difficiles à nettoyer. Et il faut vraiment faire cas de ça parce que c'est établir... Alors j'ai une sorcière chinoise, acupunctrice, qui fait vraiment des merveilles et qui me dit vous posez le paysage sonore pour tout le reste de la vie de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a dans ces 3 premiers mois... Alors évidemment, c'est pas une sentence absolue, on peut... il y a des tas de gens qui s'en remettent, qui ont passé qui ont eu des naissances compliquées et des débuts de vie difficiles et qui arrivent à trouver la ressource de combattre ça et de rester debout. Mais donner la chance à son enfant de bien être et de prendre le temps d'éclore en fait pendant ces 3 premiers mois, je pense que c'est aussi une responsabilité qui doit être beaucoup plus prise en charge par les pères, qui pour le moment sont complètement à l'ouest. En fait, généralement, ils se disent, bon, ok, alors ça fait 9 mois, là, elle était enceinte, elle était chiante, elle avait des caprices, allez, ça y est, le bébé arrive, c'est fini, c'est bon. Et en fait, non, ça commence. Il faut quand même... Alors, c'est vrai qu'on donne... Là, les pauvres hommes, ils en prennent pour leur grade. C'est vrai qu'il y a aussi de leur part une responsabilité à reprendre dans cette société, dans cet accueil du bébé, d'être dans une paternité différente et dans des considérations différentes par rapport à ce que leur renvoie l'extérieur, parce qu'eux, ils ont aussi ce poids de toute la société qui leur dit justement que c'est des histoires de bonnes femmes, que voilà, donc... eux aussi ont ce travail à faire, ce chemin à parcourir, et on les invite à le faire pendant les 9 mois de la grossesse, justement. On les invite alors d'abord, on trouve une sage-femme géniale, safe et bienveillante, et ensuite on invite son conjoint à venir participer au cours de préparation à la naissance, parce que comme tout exploit sportif, l'accouchement se prépare. C'est pas en lisant 2 bouquins, si complets soient-ils, qu'on va être équipé. Et il y a vraiment des choses, par exemple la préparation à la médicalisation, et je pense que c'est hyper important de se préparer auprès de quelqu'un qui sera indépendant de l'endroit où on va choisir d'accoucher, parce qu'il aura justement ce détachement et cette objectivité tellement nécessaire
à une préparation complète. Si on est préparé au sein de l'établissement qui nous accouche, eh ben, en fait, il n'y a pas tellement de recul. Voilà, de recul. Et certes, la médicalisation est rare, mais on est content en fait de savoir comment ça va se passer, d'avoir une césarienne d'urgence, quels sont les gestes qui vont être posés, comment techniquement ça va se dérouler, parce que ce qu'on dit généralement aux parents, c'est bon, vous inquiétez pas, on va faire une césarienne d'urgence, ça va aller très vite. En fait, c'est pas suffisant. Et là, du coup, il y a tout un monde qui s'écroule parce que les parents, ils se sont projetés dans un projet de naissance, ils ont investi de l'énergie et c'est une espèce d'énorme flop. Donc, on a du mal à s'en remettre. Alors que, voilà, si on a 2-3 outils, informations sur comment ça se déroule, alors on a préparé, ça s'est pas déroulé comme on l'aurait souhaité. Néanmoins, on est équipé et on peut rester acteur de son accouchement jusqu'au bout. C'est ça, sinon ça nous échappe complètement et on s'en remet aux mains de la suite qu'on n'a pas prévue et on ne sait pas à quoi s'attendre, quoi. Voilà, c'est ça. Alors je ne suis pas en train d'inviter tout le monde à devenir des control freaks, mais il y a quand même ce truc de... voilà, d'une part, faites-vous confiance et d'autre part, soyez informés au mieux parce que... préparez au mieux parce que c'est votre corps et ce qu'on va poser comme geste dessus, c'est important de pouvoir y consentir et pour ça, il faut être éclairé et informé. Non, mais c'est vrai que pouvoir tout contrôler avant finalement l'accouchement permet aussi de lâcher sur le moment, quoi. C'est bon, c'est bien d'avoir du contrôle, mais avant, pas sur le moment. C'est ça. Pouvoir vivre l'expérience complètement. Ah, moi, j'ai oublié absolument tous mes cours de préparation. Je suis arrivée, je me suis dit, oh là là, bon, alors je vais peut-être regarder un petit tuto sur YouTube sur la respiration, parce que là, je ne sais plus du tout respirer, mais j'ai l'impression d'être une espèce de vilain petit canard. Et ma sage-femme m'a rouspété, elle m'a dit mais tu fais n'importe quoi. Elle m'a réappris en 2 secondes et tout allait bien. Mais je pense que sans elle, j'étais une petite crotte en fait. C'était complètement. C'est une alliance. Voilà. Alors juste avant de conclure. Je voulais qu'on parle d'un des tabous importants de l'après-accouchement, qui est la vie sexuelle. Et la sexualité, parce que je sais qu'on a des mots à dire là-dessus. La vie sexuelle bien souvent les conjoints voudraient reprendre vite. La vie sexuelle aussi, la sexualité qui est peut-être stimulée par d'autres manières pour la maman à ce moment-là. Donc j'aimerais bien que tu nous en parles, Fleur, rapidement. Alors, encore une fois, la préparation à la naissance vous proposera un cours sur l'allaitement et ça c'est vraiment essentiel de le faire quel que soit le choix d'allaiter, du projet ou non d'allaitement, parce que ça vous permettra de prendre conscience des processus physiologiques qui sont en action à ce moment-là. Et il y a vraiment ce truc des 40 jours, grosso modo, après la naissance, où il va y avoir à la fois une descente d'hormones et un truc qui s'installe dans le rapport de la mère allaitante avec son enfant, où on a dépassé un petit peu toutes les problématiques d'irritation, d'engorgement, etc. Où là, on est dans une forme d'extase. Et moi, je suis vraiment heureuse de dire que j'avais un rapport érotique avec mes enfants à chaque tétée. Et que c'était une très, très grande source de bonheur. Et je pense qu'on peut complètement partager ça avec les conjoints. Et c'est merveilleux, en fait. Les seins sont une zone hautement sensuelle, quelle que soit la période de la vie. Mais à ce moment-là, ils sont quand même porteurs d'une espèce de liquide magique et merveilleux. Et pouvoir érotiser cet acte-là, c'est très difficile dans notre société parce qu'il y a vraiment le poids de l'inceste qui plane au-dessus.
Et tout de suite, on a comme ça une espèce de censure. On se dit non, mais je peux vraiment pas partager ça. Il y a tout un truc à régler d'ailleurs autour de la question de l'allaitement en public. Enfin, moi, j'ai été interpellée une fois par un contrôleur dans un train qui me dit non mais madame, vous êtes en train d'allaiter. Alors, bah oui, clairement oui. Il va falloir que vous arrêtiez parce que, pas s'il vous plaît, hein, parce que en fait j'ai eu un voyageur qui est venu se plaindre. Donc voilà, donc faut arrêter, vous indisposez les passagers. Et bon, ça a pris quelques temps. Enfin, j'ai d'abord pris feu, j'ai hurlé dans le wagon, j'ai interpellé tout le monde. Enfin, j'ai fait évidemment un scandale. Heureusement pour tout le monde, j'arrivais en gare 4 minutes après, donc ce problème a été réglé. Je suis allée au guichet, j'ai essayé de trouver des explications. En fait, il se trouve qu'il n'y a pas du tout de règlement à ce niveau-là. Et le voyageur indisposé aurait dû évidemment être invité à détourner son regard ou simplement à changer de place, quoi. Enfin, juste au bout d'un moment, ça te gêne, casse-toi, parce qu'en fait, les seins, ils sont partout dans la société pour la moindre lessive ou voiture, et on n'a pas de place pour ce moment-là. Alors qu'en fait, c'est un processus complètement physiologique, puisque le fait de téter, le bébé tète, et ça provoque des contractions au niveau de l'utérus qui stimulent en fait ce plaisir-là. C'est ça. Donc spoiler de votre préparation à la naissance sur l'allaitement, il y a vraiment les premières tétées. Et d'ailleurs, c'est un truc à dépasser pour toutes les mères qui se disent « Oh là là, mais c'est hyper douloureux, je ne vais pas continuer comme ça, c'est trop difficile ». Si on n'a pas ces informations-là avant, on est vite découragé. Et c'est, voilà, physiologiquement, la tétée, la succion du bébé, permet d'abord de déclencher d'autres shoots d'hormones, et ça, c'est quand même une très, très grande joie, sans laquelle le postpartum est évidemment un peu plus compliqué à vivre. Enfin, je crois qu'en tout cas, c'est une très, très grande aide, et invite l'utérus à reprendre sa place, déclenche des contractions qui font qu'il redescend, il se contracte et il reprend sa taille de mini-poire. Et il n'y a pas de honte, en fait, là-dessus. C'est normal, c'est très, très bien fait, et chaque chose est étudiée pour, quoi. Et donc, justement, ce qui serait bien, c'est d'inviter les pères à participer à ce moment de tétée qui leur sont pas du tout volés. C'est vrai que des fois, on dit c'est mieux de donner le biberon, comme ça le père participe aussi, mais il peut tout à fait participer à ce moment d'allaitement qui est un moment finalement hautement érotique. Et disons-le aujourd'hui, puisqu'on parle des tabous, et c'est par là que va passer l'érotisme du moment, et pas par un vagin qui a pu être abîmé, enfin en tout cas, comment dire... qui avait passé un bébé de 4 kilos. Enfin, c'est pas compliqué de comprendre que les chairs sont évidemment trop sensibles pour être pénétrées, et que à ce moment-là, en fait, je pense que l'érotique, elle doit passer par tout le reste du corps qui est merveilleux. Les vergetures sont merveilleuses, les plis, la peau à la texture différente. Enfin, tout ça, c'est une merveille absolue, et il faut vraiment pas... faut complètement laisser tomber les complexes du corps du postpartum, parce qu'en fait, votre corps vous a permis d'accomplir cet exploit. Remerciez-le, et toutes les marques qu'il portera pour le reste de votre vie liées à cette expérience sont la mémoire de cette merveille. Donc soyez-en fiers. Merci Fleur, je crois qu'on ne pouvait pas rêver meilleure conclusion pour ce dernier épisode. Donc le moment est venu pour nous de refermer cette parenthèse enchantée du podcast Simer, et de vous remercier du coup pour votre écoute. Peut-être que vous ressentez le besoin de noter ces quelques conseils ou de prendre un temps pour vous. N'hésitez pas à vous l'offrir avec votre petit ou votre ventre rond. De notre côté, il est temps de dire merci à notre partenaire Biostim, grâce à qui nous pouvons partager ces conseils aujourd'hui pour le bien-être des enfants et le réconfort des parents. Simer, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostim, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, à réécouter et télécharger sur radiomédecinedouce.com et sur tous les agrégateurs de podcasts.